Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le studio des experts où nous allons passer à peu près 1 heure à parler des événements de la semaine écoulée. Au menu, des fractures, en tout cas numériques, un zeste de neutralité revisité, des restaurants en difficulté et du climat à Dubaï. Pour en parler, 2 personnalités politiques bruxelloises et 2 experts journalistes. Tout d'abord Michel Gaillard, journaliste à BX1, bienvenue. Bonjour Jacques. Et Paul Grosjean, chroniqueur patrimoine bruxellois, et notamment sur BX1 tous les mardis dans Bonjour Bruxelles à 7h40. Bienvenue à vous aussi Paul. Alors une étude Comeos a été rendue publique cette semaine et elle révélait des chiffres catastrophiques pour l'ORECA, l'ORECA étant recul de 10%. Michel Gaillard, ici présent, a organisé un débat dans l'émission Versus, mercredi soir, c'était à ce sujet, témoignage d'un restaurateur, Ludovic Chevalier. Le challenge, il est vraiment surtout au niveau de la marge, dans la mesure où c'est vrai qu'on n'a pas eu une augmentation de notre fréquentation, mais par contre on a vraiment eu une augmentation de nos coûts salariaux, de nos charges en termes d'électricité, de loyer, tout a été indexé et malheureusement nous on ne fait pas partie de ces restaurants AAA qui peuvent monter les prix à l'infini et qui sont remplis. On doit faire attention au prix qu'on met parce que sinon on n'est plus concurrentiel tout simplement et donc si on ne peut pas indexer nos prix, tout simplement c'est la marge qui passe et il y a des mois dans lesquels on travaille dans le rouge forcément donc là c'est vraiment tout le challenge. J'ai vraiment envie nous qu'on puisse nous trouver des solutions clairement au niveau de cela dans la mesure aussi où je ne vois pas comment est-ce que des entrepreneurs se lanceraient dans ces secteurs-là s'il n'y a tout simplement pas de rentabilité possible quelle que soit la fréquentation en fait. Alors Michel Gaillard, cette classe moyenne de l'ORECA, est-ce qu'elle va disparaître entre fast-food et AAA ? C'est vraiment ce que disent les restaurateurs. Il y a une augmentation, d'après l'étude Comeos, de la consommation fast-food, ce qui n'est pas pour faire plaisir d'ailleurs à la région bruxelloise, qui essaye au contraire d'encourager le good food et la bonne nourriture. Et puis, il y a des marges qui se réduisent parce qu'ils ne peuvent pas aligner leur prix sur l'augmentation des coûts. Et on a vraiment vu dans ce débat, il y avait comme toujours dans Versus, beaucoup de moments forts, mais moi j'en ai relevé 2. Le premier, c'est Ludivine de Magnanville qui dit pour la Fédération ORECA, on n'est pas entendu, on pèse 3000 emplois à Bruxelles, on est le premier employeur et on ne nous écoute pas comme tel. Si un employeur avait 3000 ouvriers dont certains étaient menacés, eh bien on l'écouterait, nous c'est pas le cas. C'est quand même évidemment adressé essentiellement au gouvernement fédéral, mais enfin c'est quand même un premier message. Et le deuxième, elle l'a dit aussi, on a parlé de tous ces travaux, de cette ville qui se transforme, de ces pistes cyclables qu'on construit, de ce que ça peut ramener en public, mais pendant le temps des travaux, qui encaisse systématiquement, ce sont toujours les petits commerces, et notamment l'ORECA. Et là, il y a une vraie inquiétude et une difficulté apparemment à travailler avec la région. Paul Grosjean ? Moi, ce qui me chagrine dans la difficulté du secteur ORECA, c'est l'aspect patrimonial, évidemment, dans le sens qu'à Bruxelles, ça représente un patrimoine assez fabuleux. Si je peux citer quelques noms, quelques estaminets et autres cabarets, la Mort Subite, le Falstaff, le Sirio, l'Archiduc, l'Espérance, la Taverne du Passage, le Belga, etc. Mais tous ceux-là existent encore. Oui, alors, ils n'ont pas disparu quand même. Je veux encourager les gens à y aller parce que ce sont des endroits fabuleux. Mais il y en a qui ont disparu ou qui sont peut-être en mode pause, comme le café de l'hôtel Métropole, qui est superbe. Il y a, pour ceux qui habitent Uccle, le Misverstand, chaussée d'Alzenberg. Il y avait, ça c'est terminé évidemment, la Maison du Peuple, où il y avait un café fabuleux. Et donc voilà, donc il faut défendre également le secteur ORECA en termes de patrimoine. Heureusement, il y a des cas qui nous donnent, je dirais, l'envie d'être optimiste. Et je prends un cas, c'est le Café de Lune, qui est rue des Chartreux, près du Palais de la Bourse, près du Palais de la Bière, qui a été mise en mode pause pendant un certain temps et qui est reparti sur de nouvelles bases, beaucoup plus artistiques. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités. Tous 2 sont députés au Parlement régional bruxellois, l'une dans la majorité, l'autre dans l'opposition. Tous 2 représentent 2 communes importantes, l'une de l'ouest et l'autre du centre de la région. L'une est économiste de formation, l'autre est ingénieure de gestion de formation. L'une a un grand ado et l'autre un enfant en bas âge. Ils sont là tous les 2 pour répondre à nos questions et aux vôtres, qu'ils et elles entrent. On accueille donc Isabelle Emery, députée bruxelloise, Parti socialiste et qui vit à Anderlecht. Bonjour. Bonjour. David Wetzmann à ses côtés, député bruxellois MR, qui lui vit
à Bruxelles. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on va commencer peut-être par le bruxellois, celui du centre de la région. L'ORECA en difficulté, c'est pas nouveau. On avait déjà parlé de pénurie de personnel, de problèmes de mobilité, là maintenant de problèmes d'aide financière qu'il n'y a plus. Comment faire en sorte que l'ORECA s'en sorte mieux à Bruxelles, David Weitzman? C'est d'abord beaucoup de secteurs économiques qui sont dans des difficultés pour le moment en région bruxelloise depuis les 5 ans de cette législature. C'est un vrai problème, on le voyait encore récemment, nombreuses entreprises qui partent, qui quittent Bruxelles, ne fût-ce que pour les problèmes de mobilité, de good move, on pourrait y revenir. Ici, dans l'ERECA, on a un double problème. On a le problème de main-d'œuvre. Et donc, je salue les dispositifs qui ont été pris au niveau fédéral, notamment sur ce qu'on appelle les flexi-jobs, on pourrait revenir. Ils sont plus imposés, ce qui embête le secteur. Non, c'est que tu as un bon équilibre en tout cas, puisque le flexi-job, c'est quand même vraiment quelque chose d'important, jusque 12 000 € qu'on peut gagner par an net et brut, donc qui est défiscalisé, ce qui est une vraie possibilité pour mobiliser toute une série d'acteurs. On voit bien qu'il y a un problème de pénurie aussi, parce que parfois il y a des difficultés avec différents centres de formation. C'est parfois long pour avoir une formation, même dans l'ORECA. Donc nous, on a des dispositions très claires qui visent justement à essayer de soutenir les entreprises pour développer elles-mêmes de vrais centres de formation. Et alors, il y avait un deal qui avait été présenté, donc fait allusion par la fédération ORECA, et donc le MR soutient ça à 200%. Il faut évidemment avoir des réflexions sur la baisse de charges administratives, sur la baisse de TVA sur les alcools, sur les boissons non alcoolisées. Et donc, c'est un deal global qui avait été proposé, qui malheureusement, mais peut-être que ma collègue pourra en parler mieux que moi, mais a été refusé par une partie de la gauche. Je crois qu'il faut booster effectivement ce secteur. Il faut répondre aux problématiques de main-d'œuvre, mais ce n'est pas le seul secteur qui est en tension en région bruxelloise, et ça, c'est vraiment catastrophique. Alors, Isabelle Emery, peut-être d'abord, effectivement, sur l'aspect fédéral, qu'est-ce que peut faire le fédéral et qu'est-ce que peut faire aussi le régional par rapport à ces problématiques? Alors, comme l'a dit mon collègue parlementaire, le secteur de l'ORECA n'est pas le seul impacté par les deux crises que nous venons de connaître coup sur coup. Reste que le secteur économique bruxellois se modifie, évolue. Donc, certains secteurs se portent bien. Il y a eu, depuis 2019, environ 12 000 entreprises supplémentaires qui se sont créées à Bruxelles. Donc, c'est vrai, le secteur ORECA a des difficultés, je reviendrai sur les questions de personnel, mais d'un point de vue global, l'économie ne fonctionne pas si mal à Bruxelles et il faut arrêter d'avoir toujours ce bashing sur notre ville-région. Mais vous trouvez que la fédération ORECA fait du bashing là-dessus Non, mais on entend notamment le baromètre Brupartners qui a été dévoilé aujourd'hui. On a le sentiment que rien ne fonctionne, que Bruxelles est désertée par les entreprises ou sera bientôt désertée par les entreprises. Ce n'est pas le cas. Il y a tout un secteur aussi qui se modernise. Par exemple, je prends l'exemple du piétonnier où on a dit ça va être terrible, beaucoup de commerces vont décliner, vont faire faillite. Eh bien, on voit tout le dynamisme qui est revenu dans le centre de la ville. Donc, il y a des choses qui changent. Peut-être qu'on est des entreprises disparaissent, d'autres se créent. Sur la problématique plus spécifique du secteur ORECA et sur les problèmes de personnel, c'est vrai que la crise sanitaire, en l'occurrence, a fait que, comme pour le secteur des soins de santé, il y a eu pas mal de gens qui se sont détournés et qui ont voulu changer de vie, changer de métier, et ça pose vraiment un problème pour le secteur. Mais donc, par rapport à la demande, par exemple, le deal proposé par la fédération ORECA au niveau fédéral, avec ses baisses de TVA et autres, quelle est la position du PS là-dessus? Il faut voir les choses de manière plus globale. Le secteur de l'ORECA, comme je l'ai dit, n'est pas le seul qui est impacté. Et donc, lorsqu'on fait des réformes fiscales, il faut les voir dans un ensemble beaucoup plus général.
Oui, allez-y, David Moi, je Weizmann. suis un peu agacé par l'argument parce que vous amenez des critiques. Voilà, il y a du Bruxelles bashing, on me sort ça à longueur de journée. J'ai l'impression que je dois faire une déclaration d'amour à Bruxelles tous Mais les oui, jours. Donc, je mais bien vis à sûr. Bruxelles, je suis heureux d'habiter à Bruxelles. sûr. Il y a plein d'avantages culturels, sportifs, etc. à Bruxelles. Mais néanmoins, la situation budgétaire de votre faute en partie est catastrophique. La situation économique est catastrophique. Manifestement, madame, vous n'allez pas souvent dans le centre-ville parce qu'allez voir rue Antoine Tous les Dansard, jours. allez voir rue Antoine Dansard, le nombre de vitrines vides. Allez voir au bout de la rue Neuve le type de commerce que nous avons maintenant. Regardez l'attractivité économique qui est en déclin. Et donc, il y a un truc qui fonctionne bien, que Philippe Claus a fait, c'est tous les durums entre la Bourse et De Broekère. Ça marche bien. Pour le reste, c'est une situation qui est compliquée. Et parlez avec les commerçants, vous verrez que tous ces plans de mobilité, plus toute cette approche fait en sorte que malheureusement, une partie du centre-ville s'est paupérisée. Une partie part, mais par contre, c'est vrai, vous en avez parlé, il y a les temples de la bière, il y a des choses qui intéressent les touristes, et donc on a du tourisme de masse. Encore heureux, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas une ville, madame, ça ne fait pas une ville. Mais ici, je voudrais quand même revenir sur l'aspect Horeca, parce que l'aspect économique, on l'a déjà traité assez souvent, et je comprends qu'on veuille parfois globaliser, mais sur l'aspect Horeca, est-ce qu'il y a des efforts particuliers au niveau régional qu'on devrait faire, Isabelle Henry? Mais tout d'abord, moi, la déclaration de mon voisin, c'est beaucoup de ressenti. Donc, je pense que j'y vais tous les jours, moi, dans le centre. Donc, le Parlement est en plein cœur. Mais c'est ressenti contre voilà. ressenti, alors. Donc, c'est Mais non, ressenti. c'est pas des ressentis. Et moi, La je Chambre ne des vois commerces pas dit, du tout. Pas des Bruxelles pensants, dit, pas des pensants. Mais justement, Isabelle Henry. si on parle du baromètre Brustart, on a vu que l'échantillon sur lequel ils ont travaillé est un échantillon extrêmement réduit. Je n'ai plus les chiffres en tête. Je pense que c'est 326. Oui, c'est ça. 326 entreprises ont été interrogées sur un total de 118 000. Comment peut-on tirer une règle ou en tout cas quelque chose de général par rapport à un échantillon aussi restreint? On peut peut-être expliquer que ce baromètre avait été organisé par l'UNISO, qui sont les classes moyennes néerlandophones, et donc effectivement c'est sur un échantillon via Internet de 300 et Mais des Jean-Jacques Deleu, vous entreprises. et c'est vrai, moi je posais aussi un dessin, la question des flexi-jobs. C'est très politique. David Weizmann dit dans mon parti, on l'assume, on le soutient. Est-ce que vous, politiquement, ces emplois complémentaires, pas toujours bien rémunérés, très flexibles, est-ce que ça vous pose un problème idéologique comme socialiste? Et est-ce que c'est ça qui justifie la position, m'a-t-on dit, de Pierre-Yves Dermain, de les avoir imposés 3% supplémentaires lors du dernier conclave? Voilà. Parce qu'on est sur quelque chose de très différentiel entre le MR et le PS qui par ailleurs sont associés au Ce ne fédéral. sont pas les deux seuls. Il y a d'autres Alors, partis. c'est vrai que si on parle d'un point de vue idéologique, il est clair que pour une représentante du Parti socialiste, on préfère qu'il y ait des contrats à durée indéterminée, avec toutes les conditions de confort social qui vont avec. Maintenant, on se trouve par rapport à un problème de pénurie d'emploi, aussi on le relève pas uniquement dans le secteur de l'Horeca, aussi, je le disais tout à l'heure, dans le secteur des soins de santé. Et donc cette mesure, oui, on l'assume parce que je pense qu'elle apporte de l'oxygène dans les secteurs où elle peut s'appliquer. Oui. Donc ça, c'est pour les flexi-jobs. Oui. Donc je reviens à l'Horeca, désolé, parce que est-ce qu'il n'y a pas un rôle de la région à mieux faire connaître peut-être les restaurants, à les rendre plus attractifs d'une manière ou d'une autre? Parce que ça, c'est pas tellement le fédéral qui va le faire. C'est plutôt... parce qu'on vous dit ce serait mieux d'avoir que des CDI, des contrats à durée indéterminée. Je suppose que les restaurateurs, c'est ce qu'ils voudraient aussi offrir à leur personnel. Donc, est-ce qu'il y a des idées en la matière? David Weizmann, est-ce que vous avez des propositions à faire en la matière? Oui, très clairement. Donc, effectivement, la situation est plutôt mauvaise pour beaucoup de secteurs. Si on plonge dans l'Horeca, vous avez raison de le dire, premièrement, flexi-job, c'est pas mal payé. En tout cas, ils sont payés au niveau du secteur même. Alors, on peut avoir une réflexion sur tout le secteur. Et puis, vous savez aussi qu'il y a une telle pénurie que parfois, il y en a, ils ont bien raison, ils négocient avec l'employeur et vous savez que l'employeur doit augmenter, sinon il n'a personne. Et on a aujourd'hui des restaurants qui doivent fermer parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Mais que faut-il faire? Flexi-job, encore mieux. Cotisation sociale en diminution. Baisse de la TVA. Ce que je vous dis là, tout ça, c'est pas du fédéral. Ce que je vous dis là, c'est oui, mais on est aussi élu et à quel que soit le niveau. Et tout ça, c'est effectivement de la fédération
Génération Eureka qui l'avait proposé. Je trouvais que c'était un bon deal. Pour le reste, si vous voulez avoir des approches plus micro ou régionales, ben, de fait, je pense qu'on peut continuer à accompagner les différents commerçants. Je pense, excusez-moi d'être un peu critique, mais que la prime énergétique, elle n'a pas fonctionné en région bruxelloise. Vous me parlez de la prime de la Covid. Pourquoi est-ce qu'un restaurateur bruxellois a reçu bien moins qu'un Wallon ou qu'un Flamand? Donc je crois qu'il faut, vous savez quoi, il faut avoir l'amour des entrepreneurs et avoir la volonté de soutenir les commerçants. Leur dire qu'ils sont bienvenus et qu'on va les aider et qu'on va les accompagner. Je crois que c'est ça aussi qui manque dans ce gouvernement-ci, gouvernement régional, puisque vous me posez la question. Oui, eh bien la réponse à la défense avec Isabelle Embry. Je ne sais pas si c'est une réponse que j'apporterai à David Weissman, mais en fait, si le secteur Horeca enregistre une telle diminution de son chiffre d'affaires, c'est aussi par perte de pouvoir d'achat des Bruxellois. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'assez naturel. Là où les gens souffrent et ont des difficultés pour nouer les deux bouts chaque mois, c'est clair qu'ils rognent sur ces Mais ça veut dire que c'est inéluctable alors? Donc il faut travailler le pouvoir d'achat aussi, qui est aussi un domaine du fédéral. Mais je crois qu'il faut aussi parler de ça. Eh bien, je vous propose de passer à notre deuxième sujet à présent. Ecolo Groen à Anderlecht voulait mettre au vote au conseil communal de jeudi un dispositif autorisant le port des signes convictionnels par les membres de l'administration, quel que soit leur rôle au sein de l'administration communale. Alors, une démarche qui a été critiquée au sein de la majorité et qui a interpellé un bourgmestre de la région bruxelloise qui était invité de Bonjour Bruxelles avec Fabrice Grosfilet. C'est l'ex-socialiste Émir Kir. On maintient l'interdiction des signes convictionnels pour tout le personnel communal ou vous avez envie de réfléchir à la question? Nous n'avons jamais eu ce genre d'objet qui a été posé à la commune. Pourquoi? Parce que je pense d'abord que le contexte dans lequel nous vivons au niveau international et national demande à tout le monde d'être un peu sérieux, d'avoir le sens des responsabilités. La situation au Proche-Orient, ses impacts sur nos quartiers, cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. À Saint-Josse, elle n'a jamais été, puisque dans l'administration, nous avons toujours veillé à une bonne intégration des travailleurs, des stagiaires. Et donc le débat ne sera pas ouvert à Saint-Josse. Il a été posé à un moment donné par Ecolo, mais vous savez bien qu'Ecolo, quand il est en difficulté sur les déchets, sur la mobilité, ils agitent le chiffon, c'est habituel avec eux. Mais ils l'ont fait une fois en 2014, où ils proposaient le port du voile dans les crèches pour les puéricultrices, ce qui était assez incroyable. Mais non, c'est pas un sujet d'actualité. Donc c'est pas à l'ordre du jour à Saint-Josse, il n'y aura pas de débat à Saint-Josse. Du compte, un nouveau texte a été voté jeudi soir par la majorité, mais sans Ecolo et sans défi, mais acceptant le principe de signe convictionnel dans certaines conditions et quand la région aura légiféré en la matière. Alors, je parlais d'abord à l'Anderlechtoise, Isabelle Embry, vous n'êtes plus au conseil communal, mais vous y avez été pendant plusieurs années. Pourquoi ça se passe à Anderlecht, tout ce débat, et qu'à Saint-Josse, ça ne se passe pas? Alors d'abord parce que c'est une formation politique qui a porté ce débat, qui n'est pas la mienne en tout cas au niveau du conseil communal d'Anderlecht. À partir du moment où la question était sur la table par, il faut quand même bien le dire, un partenaire de majorité, et là donc on pourra s'interroger par la suite sur la voie un peu particulière que tout cela a pris. Donc, on laissera reposer les choses et après, on fera le point sur ces questions. À partir du moment où le thème s'invitait, donc il est clair qu'on devait pouvoir y répondre. On y a répondu par un texte amendé, dont vous avez décrit les contours, parce que si le thème s'est invité au conseil communal, il était déjà bien présent au sein des débats que nous menons dans ma formation politique, avec très clairement une position qui s'est dégagée, après échange, après débat, et c'est une véritable question c'est un véritable débat qui a été mené, n'en déplaise à certains, c'est pas quelque chose qui s'est imposé, ça a donné lieu à beaucoup de prises de parole entre nous, et cette position, elle est là. Évidemment, moi, je la défends. Donc, celle de dire qu'il faut
ouvrir à certaines conditions à la présence de signes convictionnels dans la fonction publique. Alors je dirais un peu aussi comme Karine Lallieu, je suis militante socialiste depuis 35 ans et ça ne m'a jamais posé problème de vivre ma laïcité au sein de cette formation politique. Maintenant, pour ne pas être trop longue, il est clair que ma position a évolué au cours du temps, comme, je pense, la société évolue. Et la position qui a été dégagée au sein de ma formation politique me paraît la plus équilibrée d'un point de vue de l'intérêt général, en ce qu'elle concilie le traitement égal de chacun, bien sûr, et une préoccupation légitime qui est née dans notre société. Je veux aussi essayer de synthétiser votre position en disant que la position du PS, c'est de dire oui au port de signes convictionnels sous les conditions de pas dans les cas d'autorité et pas dans le cas de contact avec le public. David Weitzman, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence dont les maires étaient un petit peu exclus parce qu'ils étaient dans l'opposition, ils se sont même absentés au moment du vote. Comment vous voyez cela, puisque la patate chaude est renvoyée vers la région, et peut-être que la région, vous y serez dans quelques mois? La séquence, elle est vraiment très préoccupante. On a un parti politique, écolo pour ne pas le citer, qui a un bilan catastrophique. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat. À Bruxelles, à Anderlecht, c'est un enfant sur deux qui naît aujourd'hui en 2023 dans une famille pauvre, en dessous du seuil de pauvreté. C'est des problèmes de sécurité dans toute la commune. Je peux dire que la plupart de la commune est sale. La plupart des rues sont sales, dans un état assez catastrophique. Et en plus, on a un good move qui a été implémenté, mais n'importe comment, et qui est une vraie catastrophe aussi. On a bien vu ce qui s'est passé. Donc on a un parti politique qui, ici, est en difficulté et qui décide de sortir une motion de façon pas très agréable vis-à-vis de son partenaire de majorité. Pas très collégial, on peut pas dire. Très collégial. Alors moi, vous savez, le MR est dans l'opposition, je ne suis pas là pour défendre les uns les autres, mais franchement, là, on est au niveau zéro de la politique. Et un parti politique qui sait en plus que non seulement ils exacerbent les tensions, mais que ça a des répercussions dans la population, ça a des répercussions parmi les élus. On parle quand même de menaces, de menacer des élus. Moi, je crois que la seule motion qu'on aurait dû voter au Conseil d'Anderlecht hier, au Conseil communal, c'était une motion pour dire à l'unanimité ce n'est pas tolérable, ce genre de choses, et ces menaces et ces pressions. Pour le reste, la raison pour laquelle le MR n'a pas souhaité se rendre au Conseil d'Anderlecht, c'est parce qu'il avait clairement demandé au bourgmestre d'ajourner les travaux pour justement essayer d'avoir une réflexion globale, parce que je ne suis pas fermé au débat, mais vous connaissez la position du MR. Et la Cour de justice européenne, le 27 novembre, vient de rappeler que la neutralité n'était en rien une discrimination. Au contraire, dans une société aussi complexe, aussi multiculturelle, je pense que la neutralité de l'État, la neutralité de la commune, c'est le meilleur garant pour s'assurer à tout le monde d'avoir les meilleures chances. Si Anderlecht, comme Madame Leschfin, ma collègue députée, maintenant qui n'est plus Leschfin, l'a dit, a peut-être des problèmes de diversité au sein de son administration, qu'elle travaille sur cette question de diversité. Mais on n'est pas obligé d'amener ça sous l'angle de signes convictionnels qui, dont les revendications sont certes légitimes, mais qui ne sont pas le reflet d'un besoin de travailler au sein de la commune. Bon, il y a plein d'autres choses. Je voudrais travailler sur la formation, je voudrais travailler sur l'enseignement, je voudrais travailler sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vais vous demander ça, ce sont des priorités. D'essayer d'être un petit peu plus court, parce que sinon, on ne pourra pas continuer à faire tous nos sujets. Michel Gaillard, vous vouliez intervenir sur ce sujet. Mais donc, d'abord, ce n'est pas la première et pas la dernière fois qu'on parle de laïcité, de neutralité et de ces questions au sein des administrations. On verra d'ailleurs, avec le temps, certainement au début de la prochaine législature, voire dans quelques années, si ici on est simplement une espèce d'épiphénomène, une tension entre deux partenaires, ou vraiment s'il y a un précédent, puisque ce serait la première commune, et singulièrement à Bruxelles, qui rendrait possible de venir travailler dans un service public avec un signe religieux. Convictionnel. Ce qui veut donc dire qu'il y a une garantie de recours. Ça a d'ailleurs déjà été annoncé, je pense, par votre président de parti, David Weitzman. Il fera recours. J'imagine que des travailleurs d'autres administrations iront trouver leur syndicat en disant « Mais pourquoi ma collègue d'Anderlecht peut s'habiller, arborer tel signe et moi je ne pourrais pas ?» Donc on sait si la décision, si la motion se concrétise en acte, eh bien elle sera une étape parmi d'autres. Et le Conseil communal d'Anderlecht renvoie d'ailleurs la patate chaude, il n'y a pas d'autre mot, vers la région en demandant une uniformisation. Et j'ai bien lu le texte dans le détail, et demande à la région de légiférer. Donc il y a vraiment une demande
de la région de se pencher dessus. Quelle sera, à votre avis, la position? Vous êtes 2 députés régionaux. On a vu de vraies tensions et un vrai débat quand on a évoqué l'idée d'étourdir des animaux, tant pis si ça allait contre certains prescrits religieux. Est-ce que finalement ce sera pour vous socialistes la même approche pour le MR, ou bien est-ce que ce sera encore différent quand la question se posera à la région? Et il y a peut-être une première question, est-ce que le régional doit légiférer en la matière ou pas? Peut-être d'abord, répondez-moi à cette question-là, peut-être rapidement. Est-ce qu'il faut légiférer? Et après, vous direz votre position. Alors, juste pour réagir à ce qui vient d'être dit, moi, je lis le texte un peu différemment de vous. Ouais. Je pense qu'à Anderlecht, on compte bien avancer dans un groupe de travail en classifiant les fonctions plus vite selon... que le dernier groupe de travail qui a travaillé pendant 3 voilà. ans et demi et donc dont on n'a toujours pas les conclusions. Donc il y a une volonté, en tout cas, d'avancer et de ne pas attendre la région sur cet aspect-là. Maintenant, ce que dit le texte aussi, c'est que dans un souci aussi pour les travailleurs de pouvoir bouger, de pouvoir d'une administration à l'autre, donc dans un souci de mobilité des agents de la fonction publique, il serait souhaitable que la région puisse à un moment avancer. Et vous, que pensez-vous? Est-ce que la région, est-ce que le Parlement régional, le gouvernement régional, est-ce qu'il faut légiférer en la matière? Alors, moi, je rejoins la position d'Anderlecht qui dit qu'il se serait souhaitable, en tout cas, qu'on puisse harmoniser les choses. Maintenant, vous le savez très bien, au niveau de cette législature-ci, le débat ne sera pas réouvert. Nous avons eu à suffisance des auditions, des échanges, et nous ne sommes pas parvenus à dégager c'est une question de principe. Je ne parle pas de faisabilité avec le gouvernement actuel. Là, vous avez raison, il ne va rien se passer. Mais... dans votre programme, par exemple, du PS bruxellois, et je poserai la même question pour le LR bruxellois, est-ce qu'on va dire qu'il faut légiférer en la matière? Oui, voilà, ça c'est clair. David Wetzmann, est-ce qu'il faut légiférer en la matière? À la base, non. Mais vu les tensions depuis plusieurs années, vu l'utilisation de la gauche qui fait rentrer tous ces débats dans les communes qui sont confrontées à ces difficultés, oui, je pense qu'il faudra légiférer pour une définition claire de la neutralité que nous proposons très clairement, d'avoir des administrations neutres, qui est le meilleur garant d'une qualité de service public. Donc c'est légiférer dans ce sens-là, et chez vous, légiférer dans quel sens? Dans le sens de la position du PS que vous avez expliqué tout à l'heure, je suppose, ce qui me paraît assez cohérent. Je laisse le mot de la fin sur ce sujet à Paul Grosjean. Oui, en fait, en Belgique, les choses ne sont pas aussi claires qu'en France, où il y avait la loi Combes de 1905, où là, il y a clairement une séparation entre les églises et l'État. En fait, tout part la Constitution belge de 1831, qui est quand même une constitution très laïque, mais quand même qui prévoyait le financement des ministres du culte. Donc, en Belgique, c'est déjà un peu plus gris qu'en France. Voilà, donc d'où la difficulté de trouver une position. Et on a toujours trouvé qu'il ne fallait pas légiférer, justement pour créer un flou et essayer d'être pragmatique. Mais ici, l'histoire de Belgique est jonchée de conflits entre le pouvoir politique, la puissance publique et les religions. Et on tendait quand même depuis... on est un jeune État, un peu moins de 200 ans, mais on tendait à réduire le poids des religions par rapport à l'État. Et aujourd'hui, on verra dans quelques années si on est un basculement où finalement on dit mais non, maintenant c'est à l'État, en l'occurrence à cette administration, de donner plus de place. Et moi j'ajouterais peut-être aussi pour conclure qu'on parle bien de signes convictionnels. Donc on s'attache toujours au voile et aux signes religieux, mais ça implique aussi un t-shirt du PS ou du MR. Mais ça va, ça ils veulent bien. Absolument pas, c'est important de le dire. Hein. Donc ça veut dire que, je présume que c'est ce qui a été discuté aussi hier, ça veut dire que vous pouvez avoir effectivement un t-shirt dans l'administration du PS, du MR, dire que vous êtes pro-Israël ou que vous êtes pro-Palestine et que vous êtes au guichet de l'administration. C'est ça qui nous pend sous le nez et donc c'est tout le risque de ces motions qui sont votées à gauche et à droite. Ce sera peut-être l'objet des fameux groupes de travail, non? On en parlera peut-être là. Oui. Un mot. Je voudrais quand même aussi vous dire, la société évolue et interroger aussi autour de vous les jeunes générations pour voir ce qu'elles pensent de ce problème. Je pense que ce n'est plus du tout le même avis que ma génération, que les plus anciennes. Que les vôtres. Ouais. Je pense qu'il y a une ouverture dans la jeunesse où le port de signes convictionnels... Mais on ne va pas rouvrir ce débat. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, et à titre personnel, ça ne me dérange jamais de voir face à moi quelqu'un qui a un signe convictionnel, ou même d'ailleurs politique ou autre. Ça ne me pose pas de problème. La question n'est pas celle-là. La question est comment
garantir une cohésion sociale et un service de qualité. Et nous pensons que ce que vous avez fait, mais principalement sous l'impulsion d'Écolo, est assez grave parce que ça va ouvrir une différente boîte de On va passer maintenant aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors, vous choisirez celui ou celle qui vous inspire. On commence par vous, Isabelle Emery. Je vous propose Wilson Fash, le journaliste indépendant bruxellois couronné par le prix Albert Londres. Julien Huttendal, député en rupture du PS bruxellois. Cynthia Bolingo, l'athlète bruxelloise couronnée par le prix du Bruxellaire de l'année, ou Abigail Edan, cette otage israélo-américaine de 4 ans, orpheline du 7 octobre, qui a été libérée le week-end dernier. Alors Wilson, Julien, Cynthia ou Abigail? Alors c'est un choix difficile C'est toujours un choix difficile. Du moins entre trois. Hein. Non, mais il faut en choisir un ou une. Voilà. Alors je vais choisir la jeune otage parce que Abigail je Edan. pense que c'est important de souligner combien ce qui se passe dans cette région-là du globe est pénible, douloureuse pour nous tous. Très bien. Et vous, David Weitzman, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Christopher Stone, Australien de Belgique disparu le week-end dernier et mari de Sophie Wilmès. Jérémy Doku, le meilleur dribbleur au monde. Christophe Magdalens, député en rupture de Défi, lui. Et Michelle Rivasi, députée européenne anti-vax notoire, disparue mercredi dernier. Elle était députée écologiste. Qui choisissez-vous, David Weitzman? Je pense qu'il y a des choses qui doivent rester dans la sphère privée et pas toujours publique, mais vous savez qu'on a évidemment une pensée pour Sophie Wilmès, pour ce qu'elle vient de traverser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on nous pose la question publiquement, mais puisque vous le mettez dans une des 4. Vous dites vous-même, ça fait partie de la vie privée, alors n'en parlons pas. Non, mais je veux dire à quel point évidemment on la soutient, donc vous comprendrez dans ce cadre-là mon choix aujourd'hui. Très bien, je vais demander aux experts si il y a un nom qui les a titillés, vous voudrez en dire quelque chose, Michel Gaillard? Cynthia Bolingo est quelqu'un d'impressionnant par ses performances sportives, sa pratique, et puis c'est quelqu'un qui crée des ponts. Moi, je trouve que ça mérite d'être mis en avant aujourd'hui. Elle est marolienne, mais elle ne parle pas un mot de bruxellois. Elle a été primée justement pour son action. Je voulais aussi parler de Cynthia Bolingo, qui est une femme remarquable, qui incarne d'une manière exceptionnelle la diversité, qui est une femme très courageuse, finaliste championnat du monde sur 400 mètres. J'espère qu'elle sera en finale des Jeux Olympiques de Paris. Et je crois qu'elle peut inspirer beaucoup de gens à Bruxelles. Elle inspire déjà beaucoup de jeunes. Oui, tout à fait. De jeunes qui viennent dans le centre sportif aussi. Donc, 5 informations de la semaine, laquelle vous a ravi ou laquelle vous a énervé. Pourquoi? D'abord, ces fausses alertes à la bombe dans les écoles de Wallonie-Bruxelles Enseignement. À Molenbeek, qui est sans bourgmestre, Catherine Moureau, absente jusqu'à la mi-décembre. Le Hamas-like Alexander De Croo, suite à une prise de parole devant Gaza avec son homologue espagnol. Un furet pour chasser des rats à Etterbeek. Ou Paris, carton plein pour les humoristes bruxellois qui étaient en visite chez nos voisins du Sud. David Weitzman, qu'est-ce que vous choisissez? Très clairement, la fausse alerte à la bombe, parce que c'est pas admissible. Vous parlez de priorité, et d'une priorité dont on ne parle pas assez, en tout cas pour l'OMR, c'est l'enseignement. On reviendra dans le cadre de cette future campagne électorale, et donc l'enseignement, c'est la base de tout. Et donc faire c'est une alerte à la bombe, c'est pas... Oui, d'accord, mais donc c'est une alerte à la bombe qui a eu comme impact d'abord d'effrayer des familles et de ne pas permettre aux enseignants d'être présents avec leurs élèves pendant toute une journée. On en débattra en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous trouvez qu'il ne fallait pas fermer ? Je pense qu'ils ont très très bien réagi. Je pense qu'il fallait fermer. J'aurais probablement fait la même chose. Je dénonce ces alertes à la bombe qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes et qui sont très impactantes. Et donc j'espère que l'enquête permettra d'identifier les personnes et qu'elles seront sévèrement sanctionnées. On en a identifié une déjà. Isabelle Emery? Alors pour ça m'énerve. Oui, ça me ravive, comme vous voulez, vous choisissez. Ça me ravit, c'est Paris, carton plein pour les humoristes bruxellois. Ils avaient déjà le vent en poupe. On connaît plein de noms qui font carrière, plein de Belges, de beaux noms qui font carrière à Paris. Et bien, cela relance encore le succès que nous connaissons là-bas. On peut vraiment être fiers, être fiers de Bruxelles. Alors. Et là, c'était une dizaine de stand-uppers qui sont allés se produire. C'est vraiment à Paris. très, 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 très chouette.
On ne doit pas bouder son plaisir. Non. Alors, ils l'ont dit rapidement, c'est des déclarations un peu à l'emporte-pièce. Une réaction, si vous le voulez, d'un mot. Monique Olivier, qui, lors de son procès, le 28 novembre, a dit « Je reconnais tous les faits ». Voilà. Donc, Monique Olivier, un monstre, avec son mari, fournirait, non, rien à dire là-dessus. Ou alors, une déclaration qui était faite dans Les Experts la semaine dernière, et j'ai reçu quelques déclarations à ce propos-là. Bianca de Batz qui a dit « Dire marché de Noël, c'est interdit à Bruxelles ». Alors, elle voulait dire qu'on a appelé marché de Noël plaisir d'hiver, donc ça a disparu. Mais effectivement, Isabelle Emery, on n'a pas supprimé le terme marché de Noël. Il y en a à Excel, je suppose qu'il y en a à Anderlecht. Elle dit vive la fête des Lumières. Voilà. David Weitzman. Moi, j'appelle toujours ça le marché de Noël. Voilà. Mais il y a les plaisirs d'hiver, et puis il y a un marché qui est Oui, le marché de il y a une Noël. patinoire, il y a plein d'autres choses. Le marché de Noël, c'est partie de notre culture, hein, c'est pas un problème. Mais alors, parlons un peu de modernité avec le numérique qui est sur toutes les lèvres. Et sa fracture aussi, hélas, on voit qu'il est compliqué pour bon nombre de Bruxellois de s'en sortir avec le tout digital. Un plan Bruxelles numérique est sur la table et il recueille de nombreuses critiques, même au sein de la majorité. Pour preuve, ces déclarations incendiaires du député socialiste Marc-Jean Guessel, c'est au micro de Fabrice Grosfilet. Il s'adresse directement au secrétaire d'État Bernard Clairfailly. Si on doit aller vers le numérique dans toute une série de domaines et qu'on doit accélérer et améliorer le traitement des dossiers, il faut en tout cas toujours garder un contact physique et la présence et la possibilité pour chaque citoyen d'avoir un contact téléphonique ou un contact visuel en personne avec son administration. Garder des guichets, c'est pas ce que prévoit le texte de Bernard Clairfailly ? Alors c'est pas très clair. Et donc, je pense que c'est là qu'on va être en désaccord avec le ministre et qu'on va insister pour que ce soit vraiment très très clair et qu'il n'y ait plus aucun doute possible sur la possibilité de chacun d'avoir un contact humain quand il a un problème avec l'administration. Vous êtes en train de m'expliquer que Bernard Clairfailly doit préciser son ordonnance numérique. J'ai envie de dire que Bernard Clairfailly est quelqu'un d'intelligent, mais quelquefois, il me paraît un peu buté. Alors, Isabelle Emery, il est buté, Bernard Clairfailly ? Il doit revoir sa copie ? Non, enfin, oui. Enfin, buté, ça peut être aussi une qualité. Là, c'est effectivement pris comme un petit défaut. Mais voilà. Oui. Je pense surtout que quand Bernard Clairfailly parle de Bruxelles numérique, il revient toujours avec le fait de dire « moi, je m'occupe de faire avancer les choses pour faire de Bruxelles une ville à l'avant-plan à ce niveau-là. Et je ne m'occupe pas de la fracture numérique. Je ne suis pas le ministre de la fracture numérique. » Alors, c'est qui le ministre de la fracture numérique ? Eh bien, ça recouvre des compétences sociales, mais je pense que quand on a un ministre compétent dans le numérique, il ne peut pas faire fi de tous les problèmes qui y sont liés. Et donc c'est là qu'à mon sens, il se trompe et qu'il faut effectivement, dans l'ordonnance qui va arriver au Parlement, comme l'a dit mon collègue Marc-Jean Guessel, qu'on continue à avoir cette voie humaine, cette voie de contact pour les publics qui en ont besoin. Et ils sont nombreux, les publics qui en ont besoin. Les seniors, certains étudiants qui n'ont même pas le matériel pour avancer là-dedans, les moins scolarisés ou les chercheurs d'emploi. Et donc, il faut travailler cette fracture numérique pour que ces services publics restent accessibles. David Weitzman, qu'est-ce que vous pensez de ce plan de Bruxelles numérique ? D'abord, c'est une ordonnance, hein, donc si ça arrive au Parlement, c'est parce que le Parti socialiste l'a accepté au gouvernement, pour que les gens quand même situent comment ça se passe. Hein, donc c'est toujours ça. Il n'est pas encore au gouvernement, il n'est pas encore au Parlement. Vous aurez l'occasion alors de. C'est un plan du gouvernement et pas seulement de. C'est une ordonnance, donc c'est un plan du gouvernement, donc le Parti socialiste qui a la ministre-présidence peut évidemment le corriger. Attention qu'il y a sur un point, donc parfois on est en désaccord, mais ici je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Emery vient de dire. Sur un volet, c'est dire attention, très bien, enfin, en tout cas moi je le dis, très bien digitalisé, même tous les services. Il faut évidemment maintenir des guichets, c'est interdit, je vous rejoins. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'inquiète dans cette version que j'ai reçue de l'ordonnance et dont on ne parle pas, c'est que pour tous les commerçants, pour tous les entrepreneurs, pour tous les indépendants, pour l'ORECA, toutes les relations avec l'administration sera obligatoirement digitalisées. Mais ça, c'est une catastrophe, hein. Ça veut dire que le pensionné FlexiJob
le petit commerçant qui a ouvert, on peut être un très bon entrepreneur ou un très bon commerçant et pas s'y connaître. Et là, ce serait une obligatoire. C'est de la folie. Je veux dire, les commerçants, les indépendants croulent avec ce gouvernement sur les taxes, les obligations, etc. Donc il faut vraiment la faire attention et de grâce que le ministre-président alors modifie cette partie-là. Je crois que vous avez tout en main pour le faire. Ou que ce soit modifié au Parlement même. Voilà, c'est une possibilité. Michel Gaillard, sur ce dossier de Bruxelles numérique, vous voyez s'engager comment? Mais alors, c'est le plus gros retard qu'on ait en matière de numérisation dans les administrations publiques, c'est tout le back-office. C'est pas juste ce qu'on appelle le front desk, donc le contact client ou administré. Vous voyez les difficultés, le temps pris quand vous achetez un bien pour obtenir tous les papiers, les permis, les certificats, etc. Et donc là, il y a un énorme enjeu pour les administrations. Moi, je comprends ce que vous dites, on est tous d'accord là-dessus. On connaît tous quelqu'un qui est complètement dépassé. On sait aussi qu'à un moment donné, on y viendra. Et donc, il ne faut pas se voiler la face. Un jour ou l'autre, on fera tout par le numérique, tout ou presque. Il le faudra bien parce que finalement, ceux qui sont... Alors, je vois que David Weissman n'est pas d'accord, mais il y a des gens qui aujourd'hui font tout par leur téléphone, et ceux-là, un jour, seront les personnes âgées qu'on dit parfois de manière un peu hautaine aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, et il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui ne parlent pas français ou qui ne parlent pas. Donc, je veux dire, tout le monde, on ne doit pas aller... Donc, j'ai dit non, excusez-moi, parce que je ne suis pas d'accord avec cette vision de la société. On ne doit pas aller vers une société où tout est uniquement digital. Par contre, moi, effectivement, comme vous, j'utilise tout, etc. Bien sûr, mais il faut toujours avoir quelque chose d'autre sur le côté. Un jour, on y viendra. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce sont tous ces call centers qui ne décrochent pas, ce sont ces boîtes mail de contact auxquelles on n'a jamais de réponse. C'est là qu'il y a un gros travail, d'ailleurs pas que dans les administrations, aussi dans le secteur privé. Et ça, c'est pas la technique et la technologie qui sont en cause. Paul Grosjean. Très rapidement, donc on parle ici de contact numérique, de contact humain. Moi, je voudrais rappeler que le livre est né en Belgique il y a 550 ans, en 1473 à Lost, les premiers livres imprimés en latin. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une très belle exposition à venir, les 8 et 9 décembre au KBR Museum, donc à la Bibliothèque Royale, où 10 des plus anciens ouvrages imprimés en Belgique seront présentés au public. Donc j'encourage les amoureux du livre d'aller voir cette exposition à la Bibliothèque Royale. N'oublions pas le livre. Et tout le monde y a accès. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Sinon, il y a certainement un site internet, on peut l'avoir à distance. Oui, sûrement. Alors, Isabelle Embry, par rapport au débat sur effectivement l'accès pour tous. Et vous avez raison de le dire, il est important d'avancer dans la numérisation. Je pense qu'on ne peut pas non plus refuser le progrès. Néanmoins, il faut que tout le monde puisse s'y raccrocher. Et donc, il faut absolument faire de la fracture numérique aussi un combat. Il faut multiplier les espaces publics numériques dans les communes, leur donner les moyens. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisqu'en fait, ils ont des financements pour du matériel, ces espaces, mais ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ne reçoivent pas de subsides de fonctionnement, donc ils dépendent des communes, des CPS, et on sait que c'est encore une surcharge supplémentaire pour les communes, pour les CPS. Donc il faut donner les moyens aussi pour lutter contre cette fracture, à travers notamment les espaces publics numériques. Pourquoi ne pas envisager des chèques informatiques aussi, donc pour pouvoir se former, c'est important. Beaucoup d'étudiants, en fait, doivent aussi suivre la voie de la numérisation pour leurs travaux de fin d'études, etc. Et ils n'ont pas le matériel. Donc là aussi, il y a un défaut à donner tout au numérique sans se donner les moyens pour doter les gens de ce qui fait l'essentiel, évidemment, de tout cela. Et ça se retrouve, David Weissman, à tous les niveaux, parce qu'ici, on parle du niveau régional de ce Bruxelles numérique, mais on pourrait parler de la justice au niveau fédéral, où il y a aussi une grosse demande de numérisation, et un peu dans tous les secteurs. Et on a l'impression qu'effectivement, il faut avancer dans la digitalisation, comme Michel Gaillard l'expliquait, et puis il faut avancer dans l'accès. Comment on arrive à faire les deux? Il faut faire les deux. Ouais. Et il ne faut pas présenter ça comme des fatalités. Non, c'est des choix de société. Et les politiques sont élus pour faire ces choix de société. Donc, il faut les deux. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on n'ait plus de cash. Et donc, le MR l'a mis dans son programme. Tous les commerçants devront permettre d'avoir aussi pour pouvoir recevoir l'argent en cash. Parce que sinon, demain, comme en Suède, on sera cash-free, donc uniquement avec des cartes, etc. Et on voit les impacts que ça a généré dans des pays comme en Suède, qui font marche arrière. Et tout ça, c'est des choix de société. Et on est élus pour faire ces choix-là. Et moi, mon choix est clair. Il faut faire tout en parallèle. On doit digitaliser et offrir des guichets. Et tant mieux si on fait des économies dans le cadre de la digitalisation. Ce sera bien utile, d'ailleurs, vu la...
Vous avez raison de le présenter comme ça, parce que c'est ça l'enjeu. C'est bien la raison pour laquelle il faut maintenir des guichets aussi. Bon, c'est pas que ça, ceci dit, c'est ça aussi. C'est quand même très pratique. Vous et moi, manifestement, on utilise ça, mais tout le monde n'est pas en capacité ou tout le monde n'a pas envie. Et quand vous avez une difficulté, parce que quand vous avez un problème, c'est quand même bien d'aller au ministère des Finances ou à la Justice pour se faire expliquer et pour parler. Et puis, de façon générale, excusez-moi, c'est pas le genre de société que je veux. Moi, ça me fait plaisir de voir un humain de temps en temps et de pouvoir discuter avec lui. Oui, quel que soit le t-shirt qu'il porte ou le signe convictionnel. Isabelle Très Imri. brièvement, en tout cas, il faut répondre là maintenant à toutes ces associations qui nous alertent. Elles sont plus de 120 et pour nous dire qu'au-delà de leur travail social, c'est vraiment de la lutte fracture numérique qu'elles doivent faire. Donc elles aident les gens socialement, mais elles doivent en plus venir donc au secours de toutes ces formalités. On passe à notre dernier sujet d'aujourd'hui, c'est le retour des grandes marches pour le climat. Ça démarre demain. La COP28, elle, a démarré jeudi à Dubaï. Notre podcast sur Bruxelles, qui va prendre 4 degrés de plus avec un temps comme à Toulon, est en ligne. Il a été réalisé par Fabrice Gauffier. Je vous en recommande l'audition. Le climat revient donc dans l'actualité. Ce week-end, nous avons suivi des jeunes qui partaient en délégation à Dubaï, notamment Aurélie Thibault, déléguée à la COP. Reportage Maria Bemba, Charles Carpro et Manu Carpio. Pour ce jeune bruxellois, la voix des jeunes au cours de cette conférence climatique est plus qu'indispensable. Notre génération est la première qui subit d'ores et déjà et qui subira encore plus malheureusement les effets du réchauffement climatique. Il nous semble ultra important de pouvoir être représenté et de pouvoir prendre part à la décision, qu'on ne parle pas seulement de nous mais avec nous et pour nous. Pour ces différents enjeux. Sur place, Aurel n'aura que quelques jours pour évoquer les différents points du plaidoyer préparé depuis plusieurs mois. Ils porteront notamment sur la problématique de l'éco-anxiété, la protection de la nature et les énergies fossiles. Comme les scientifiques le disent et le répètent, il faut absolument pouvoir sortir des énergies fossiles si on veut répondre aux différents objectifs qui sont déterminés dans les accords de Paris et donc au niveau international. 170 personnes feront partie de cette délégation belge, parmi lesquelles des décideurs politiques, mais aussi des membres de la société civile et des responsables d'entreprises. Donc nous avons d'ores et déjà un agenda bien rempli. Nous allons rencontrer différents ministres. J'ai une rencontre avec le ministre Philippe Henry de Wallonie, avec Madame Katabi et aussi ministre de l'énergie. Et donc c'est pour pouvoir parler de toutes ces problématiques, de tous ces enjeux. Et c'est l'opportunité pour moi de porter ce plaidoyer. Cette année, la rencontre aura lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, 7e producteur mondial de pétrole. La décision, elle sort d'un processus qui est défini depuis bien longtemps maintenant. Il se trouve que c'est cette région-là, le Proche-Orient, qui se voit accorder la présidence cette année. On peut être révolté par rapport à la situation parce que c'est effectivement un pays qui fonctionne, dont son économie fonctionne essentiellement sur le pétrole. C'est un peu stressé mais confiant qu'Aurel se rendra à cette 28e conférence internationale sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain. Alors je suppose que vous avez remarqué que chaque fois que Paul Grosjean prend la parole, c'est pour parler d'histoire et de patrimoine. Il est expert en la matière. Et ici, je suis curieux de savoir comment vous allez raccrocher ces marches pour le climat au patrimoine. Mais je vais parler du patrimoine bruxellois. Oui. Et un problème typiquement urbain, c'est les maisons qu'on doit mettre à niveau au niveau énergétique. Et les biens classés posent problème parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe de mettre à niveau une maison classée qu'une maison comme les autres. À Bruxelles, il y a 5000 biens classés et 50 000 maisons qui sont reprises dans un inventaire. Or, justement, je voulais parler d'une initiative. C'est le patron de Socatra, qui est une entreprise de construction, et président de la section bruxelloise d'Embil, qui est donc la fédération de la construction, qui est Alexandre de Chesco. Il a lancé une plateforme pour essayer de relier les spécialistes de la restauration, si je puis dire, parce que ça demande un savoir-faire très important pour mettre à niveau des maisons classées au niveau énergétique et les gens qui sont concernés, les promoteurs, les propriétaires, les services publics, etc. Et donc, grâce à cette initiative, ces gens vont pouvoir se rencontrer parce qu'il en manque à Bruxelles. Idem, on va former les gens pour être des bons artisans, des bons restaurateurs et également l'aspect recherche et développement devrait être développé au niveau du centre Buildwise. Donc, c'est important aussi de se rendre compte qu'à Bruxelles, évidemment, c'est une ville de patrimoine et que se mettre à niveau pour le climat, ce n'est pas évident.
et c'est pas seulement les maisons et les appartements individuels, mais c'est aussi tout ce qu'il faudra restaurer. Je n'ai pas parlé du palais de justice ici. Non, vous avez bien fait. David Weitzman, on a vu aussi dans la semaine que plusieurs entités, dont la région bruxelloise, se sont fait crosser aussi en matière de climat. Est-ce que c'est carton rouge pour la région bruxelloise en matière de climat ? En tout cas, c'est une chose de prendre conscience des enjeux climatiques, de la biodiversité, parce que c'est tout l'environnement. Et moi, je veux dire, sincèrement, ça m'inquiète, franchement. Et ça fait clairement partie des priorités de mon engagement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être orienté solution. Et en région bruxelloise, la solution principale, 2/3 ou 60% des émissions de CO2 sont liées effectivement à l'isolation du bâti. Et sous ce gouvernement, je dois vous dire qu'on n'a pas perçu, à l'exception de quelques pics envoyés de temps en temps aux propriétaires, on n'a pas perçu ce qu'on aurait pu appeler, moi je sais pas moi, un plan Marshall, un plan d'investissement pour faire en sorte que tout le bâti soit le plus rapidement possible mis à niveau. Vous avez parlé effectivement des biens classés, mais on aurait pu parler de ces milliers de maisons qui datent d'avant-guerre et qui sont de vraies passoires énergétiques. Et donc c'est pas en prévoyant une indexation ou non-indexation qu'on résout le problème. Ça, c'est vraiment la priorité en région bruxelloise. Alors Isabelle Emery, vous parliez d'un autre chiffre. Je vous ai entendu quand David Weitzman a dit 60%. J'ai lu ça dans la presse ce matin. Pour le bâti, c'est 40%, semble-t-il, l'origine de l'émission des gaz à effet de serre. Mais si je peux rebondir sur la question du patrimoine, parce qu'elle est importante au niveau bruxellois, c'est un point, et je salue cette initiative privée de cette entreprise de construction, c'est un point important. On a du bâti historique, on a du bâti aussi qui se retrouve donc à être protégé. Et là, il y a matière, et la secrétaire d'État à l'urbanisme, Hans Persons, va se pencher sur cette problématique. On parle notamment de l'isolation des façades, donc pour du patrimoine classé. Il faut peut-être aménager des choses particulières. Je sais aussi qu'il y a des techniques incroyables maintenant pour imiter la brique. Donc on peut peut-être même des drones, des imprimantes en 3 dimensions. Oui. Donc effectivement, tout ce qui est technologique a évolué de manière incroyable. On avance énormément sur cette question, et en termes d'urbanisme, on doit vraiment simplifier les choses pour le patrimoine. Maintenant. Sur ce que doit faire la région. Alors maintenant, donc il y a ce qui est classé. Et puis il y a aussi une question de bâti historique, de bâti ancien dans les quartiers denses, et donc où vit une population plus précarisée, qui elle souffre en premier, plan, qui n'a pas les moyens pour rénover, parce que même si Rénolution est là avec les sommes importantes, on parle de 19 millions pour l'année. Qui n'est pas adapté non plus à tous les types de propriétaires. On sait la difficulté pour les jeunes ménages ou les personnes seules, les parents célibataires de devenir propriétaires. Les copropriétés pour lesquelles tout le monde n'a pas toujours les moyens d'investir dans une rénovation. Toutes ces personnes qui, parfois sous conseil du pouvoir politique, ont investi dans leur 3e pilier de dans des biens immobiliers, mais qui ont des crédits parce qu'ils ont calculé ça pour pouvoir l'avoir au moment de la retraite. Bref, en gros, on n'a absolument pas pensé à toute cette classe moyenne propriétaire. Donc effectivement, on a les prêts, mais ça reste quand même une problématique de devoir avancer les fonds. Il y a aussi, donc il y a une question aussi de justice sociale, effectivement. Donc comme vous le relevez. Donc, il y a les 19 millions là qui sont sur la table pour l'année 2024, mais c'est clair que ça ne permettra pas de rénover tout le bâti en une fois. Il y a la question de la... Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas interpellant qu'on décide de mécanismes dont on sait qu'on n'a pas les fonds et qu'on n'aura jamais les fonds pour les mettre en œuvre? Quel message on envoie aux citoyens qui, lui, n'a pas le nez sur la calculette régionale, qui sait simplement qu'il existe un système, mais qui dit dans la presse qu'en fait, s'il utilise ce système, s'il y fait appel, il aura pas droit à l'aide qui lui a été promise. Alors, je vous dis, la justice environnementale, c'est aussi une question de justice sociale. Et donc, vous mettez le point sur le financement de tout ça qui n'est pas là pour l'instant. Et donc, c'est vrai que nous, mais alors, on est au niveau macro. Dans ma formation politique, on plaide aussi pour aller chercher l'argent là où il se trouve. Donc, c'est notamment l'objet de la pétition
taxer les ultra-riches, qui va être déposé au niveau européen, parce que c'est une question européenne aussi, le changement mondial et climatique. Voilà. Donc il faut... Oui, mais... On soulevait la question des moyens. Moi, je me dis, allons chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire là où les gens ne payent pas suffisamment d'impôts, et remettons cet argent là où on en a besoin, c'est-à-dire dans les passoires énergétiques, dans les quartiers denses, là où on manque d'espace vert. Il nous reste peu de temps, Isabelle Emery. Je crois que vous avez fait votre point. La réponse de David Weitzman, et après, on passera à nos coups de cœur. Il faut travailler sur le bâti, il faut travailler sur la mobilité et il faut travailler sur les industries. Sur le bâti, il faut d'abord comprendre que les propriétaires sont des partenaires et pas des ennemis. Je n'ai vu que dans le langage du PS sur les 4 dernières années, propriétaires ceci, cela, on va augmenter ça. Ce sont des vrais partenaires. Il faut un partenariat, un fonds public-privé pour investir massivement. Il faut des taux zéro. Il faut davantage de subsides, comme vous l'avez dit. Deuxième point, sur la mobilité. Excusez-moi, mais Good Move, pour le moment, qu'est-ce que ça a comme impact? On fait des trajets beaucoup plus longs. Et donc, il faudra voir aussi l'analyse de Good Move, même sur la question de réchauffement climatique. Il faut booster l'offre de transport en commun encore davantage. Et la troisième chose, pour reprendre la proportion 60, 30 et 10, c'est effectivement l'industrie sur laquelle il faut travailler également. On a des solutions, on a déposé toute une série de motions, même par des choses qui paraissent peut-être loufoques, mais vous verrez dans le futur sur les captations de CO2. Tout ça fait partie de la solution. Et à côté de ça, je termine, il y a la question aussi fondamentale de biodiversité sur laquelle on doit travailler aussi. C'est aussi important que les émissions de CO2. Merci à tous les deux pour ce débat sur ce sujet. On passe à présent au coup de cœur. Michel, avant que vous parliez, je propose d'écouter quelque chose. Ici, c'est le grand foutoir. Je me demande si ce jour sera différent. C'est plus une vie, mais la foi aussi noire que les étangs. Il me faut du changement, remonter la pente. Ouvre la porte au soleil, viens découvrir ma vie. Alors tout ça, c'est la STIB qui a réalisé ce clip. On parlait des transports publics, et ben voilà, la STIB qui a remporté l'Eurovision Corporate, on va dire, concours entre entreprises de chansons. C'est très bien fait. Il faut reconnaître que la STIB sont très très forts en termes de communication. Comme journaliste, ça me rend parfois un petit peu malade avec leur façon de nous fliquer. Il n'y a pas d'autre mot quand on veut interroger des usagers ou voilà. Mais quand c'est bien, il faut le reconnaître. Et là, ils le font très bien. Ils communiquent et ils sont classés devant 2 autres structures bruxelloises, puisque à ce concours inter-entreprise de la chanson, ils sont arrivés devant le SAMU social et devant CityDev, bras armé des pouvoirs publics. Donc voilà, bravo à ce service public qui en plus a fait un incentive. On voit, c'est du personnel qui chante, etc. Je ne le ferai pas, Jean-Jacques. Si vous voulez qu'on le fasse avec ça, moi je chante trop mal. On ne gagnera rien. Paul, vous vouliez revenir en fait sur le sujet Horeca et patrimoine. Je voulais revenir à Anderlecht, pas pour faire plaisir à Madame Emery, mais parler d'un établissement incroyable qui est le Chapeau Blanc. Le Chapeau Blanc 200 rue Royer, qui avait été en faillite malheureusement, notamment à cause des travaux de la rue Royer, il faut l'avouer, et qui renaît de ses cendres grâce à des voisins. Et ça, c'est ça qui est fantastique, c'est un storytelling exceptionnel. Donc, ce sont des voisins qui ne sont pas du tout des spécialistes de l'Horeca, qui se sont coalisés pour reprendre le Chapeau Blanc. Et ça a été rouvert donc le 15 novembre et ça marche. Et donc, je dis à tout le monde d'aller au Chapeau Blanc, 200 rue Royer, qui est un élément du patrimoine d'Anderlecht, de la place de la Vaillance et de Bruxelles. À part le Chapeau Blanc, dimanche, qu'est-ce qu'on peut faire à Anderlecht, Isabelle Emery? Le dimanche, on peut visiter le musée Caram. Il y a une visite touristique à 14h, 15h et 16h. Vous connaissez le grand poète. Oui. On en est très fiers à Anderlecht. Poète des enfants, disait-on, mais il est beaucoup plus que cela. Donc pour le découvrir dimanche. Et vous, David Weitzman, une idée de balade dans Bruxelles Venez, absolument, j'allais le dire. Mais oui, venez dans le centre-ville de Bruxelles, venez le découvrir ou le redécouvrir. Venez au plaisir d'hiver. Et s'il vous plaît, sortez un peu du plaisir d'hiver, allez du côté de la rue Antoine Dansard, de l'autre côté, quartier Saint-Jacques, etc. Galerie Royale Saint-Hubert. Et allez faire vos emplettes. Peut-être aux Galeries Royale Saint-Hubert également. Merci en tout cas à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine encore pour une émission des experts.